Chronique d'une saison sèche, on a essayé de couvrir vraiment. En fait, au Mali, il y a un paradoxe, c'est que les gens travaillent beaucoup, mais très intensément pendant une courte période. Et à la saison sèche, traditionnellement, il y avait une vie culturelle et cultuelle, donc religieuse, vraiment très intense, mais très vite, avec la paix coloniale, les jeunes ont été attirés par les marchés extérieurs, les petits boulots, et tout ça. Ils allaient travailler comme tisserands à Sikasso, ou bien faire la récolte d'arachides qui était un peu décalée au Sénégal, ou bien faire du café le long des rues à Abidjan, etc. Donc ils faisaient une aventure, qu'on y partait à l'aventure. Et donc ça a miné les cultes traditionnels, parce qu'ils n'étaient plus là pour les initiations, pour recrépir les sanctuaires de Banco, pour faire les sacrifices, les danses et tout ça. Et bon, j'ai un exemple dans le film Tiwara qu'on a filmé donc en 87. Il y avait un jeune homme très très séduisant qui était un peu la coqueluche du village et le danseur favori du Tiwara. Bon, l'année suivante, il était à Bamako, il cultivait des salades dans ces zones urbaines, comme on dit, où on cultive des salades sur les terrains vagues à l'intérieur des villes, quoi. Et donc, terminé pour le Tiwara, quoi, et conversion à l'islam, bien sûr, etc. Donc ça, c'est classique. Mais il y avait aussi l'importance des funérailles. Les funérailles, c'est pas rien, parce que quand même la plupart des cultes font intervenir l'ancestralité. Et donc, si on ne fait plus les funérailles correctement, on n'a plus d'ancêtres. On a un enterrement, mais on n'a pas d'ancestralisation. Et donc, la transformation d'un individu en ancêtre, ça compte beaucoup, et aussi la cause de la mort. Et donc, là, par exemple, dans Chronique d'une saison sèche, on a filmé un film qui s'appelle La qualité de la mort. On ne meurt pas n'importe comment. Et donc il y a un travail, dans les funérailles, il y a un travail considérable de toute la communauté villageoise pour un seul individu. Et donc il y a des gens qui ne se convertissent pas à l'islam parce qu'ils veulent que ce travail soit fait pour eux. Bon, à l'inverse, il y en a qui disent maintenant, comme tous ces cultes anciens tombent, c'est-à-dire si je ne me convertis pas à l'islam, je ne serai pas enterré. On refusera de m'enterrer comme étant animiste. Kafri, c'est péjoratif, c'est le kafre, c'est une insulte, ça vient de l'arabe. Et donc il y a tout ce jeu des tensions qui se fait sur les funérailles. Et puis il y avait un autre thème dans Chronique d'une saison sèche, c'est ce qu'on pourrait appeler des corporations, c'est-à-dire les chasseurs. Les chasseurs, c'est pas seulement la chasse, parce que c'est les gens qui ont un rapport particulier à la brousse. Et la brousse est un domaine référentiel. Toutes les connaissances viennent de la brousse. Il y a des mythes qui racontent les dons par les animaux et tout ça, des secrets aux hommes et tout. Et c'est aussi le secret des plantes, parce que c'est eux qui contrôlent un peu la phytopharmacie et tout ça. Et donc, quand il y a vraiment des festivals de chasseurs, avec une fête des chasseurs annuelle, hein, qui continue même à Bamako. Il y a plus, c'est très difficile de même trouver une perdrix à tuer par la chasse, mais on continue à faire les éloges de la chasse parce que c'est des sortes de civilisateurs qui sont entre le domaine référentiel de la brousse et le village. Et donc, on fait très souvent leurs éloges. Et même Alpha Konaré, sous sa présidence, dans les années après 91, l'avènement à la démocratie, il avait fait un festival des chasseurs qui avait rassemblé des chasseurs de toute l'Afrique de l'Ouest. Hein, et c'est assez intéressant de voir que quelqu'un de Tambacounda, dans le Sénégal oriental, peut se rendre à Ouagadougou, qui est de l'autre côté du Mali, et chanter les mêmes chansons.
Hein, alors, et c'est pas des transmissions par la radio moderne, ça peut arriver, mais c'est pas seulement. C'est un patrimoine commun. Et donc, entre il y a tout un ensemble. C'est là que la raciologie et la culture ethnique, ça ne fonctionne pas, parce que ça se tient, quoi. La plupart des objets d'art les plus prisés de l'art bambara, comme nous on dit chez les antiquaires du quartier des Beaux-Arts et tout ça, ils viennent de la zone Minyanka, parce que c'est la dernière zone qui n'a pas été touchée par l'islamisation. Et donc ils avaient tous ces cultes-là. Chez Delafosse, on voit une photo d'art bambara qui est dans un village Minyanka que je connais. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Donc on peut déconstruire toutes sortes de savoirs qui ont été faits. Et donc là, à Bamako aujourd'hui, les fétiches sont principalement guinéens. Alors que de la région de Kankan en Guinée, alors que c'est une zone islamisée depuis très très longtemps. Et il y a des fétiches énormes, des espèces de plaques d'objets constitués comme ça, d'hybridité. Hein. On rajoute. C'est une logique cumulative pour faire face à toutes les... Et quand on montre ça à la campagne, chez les Dohons ou les Minyanka, ils disent « Non mais là c'est très exagéré. Leurs fétiches là, Bamako, ils sont fous. » Donc, tout ça c'est moderne, c'est contemporain, quoi. Et donc, il y avait ça, et il y a aussi un truc qui est très passionnant au Mali, c'est les Koredouga, ou Korodouga, enfin, les prononciations varient, alors, les étymologies aussi, mais donc ce sont des bouffons, au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'ils tournent tout en dérision. Et ils sont encore... c'est une sorte de contre-pouvoir assez énorme. Hein. Alors, il y a des côtés un peu déplaisants parce qu'ils sont assez mendiants, assez quémandeurs et tout ça. Il y a des gens qui ne les aiment pas, mais en même temps, ils sont considérés un peu comme impurs, mais en même temps, ils interviennent comme médiateurs, ils dédramatisent les situations. Et alors, ils ont peur de personne. Hein. Ils peuvent insulter. Alors, c'est vraiment des bouffons. Il y a des gens qui disent c'est pas correct d'utiliser le terme bouffon. Bon, mais quand même, c'est des gens qui pètent beaucoup, qui bouffent des déchets, ils vont même assez loin la transgression, qui insultent tout le monde. Alors, moi, ils m'ont volé mes clés de contact de voiture pendant 2 jours. Donc, à la fin, on commence à se trouver mauvaise, quoi. Et donc, c'est des gens assez radicaux. Et à Ségou, par exemple, il y avait un personnage qui était planton au gouvernorat et qui était le chef des bouffons. Et donc, tous les gens qui rentraient au gouvernorat plaisantaient avec lui. Et quand il se produisait, il avait des fausses moustaches, des fausses barbes et tout ça. Et donc, on a filmé un peu ça, un culte assez modeste, mais c'est encore quelque chose d'assez puissant au Mali. Et qui intervient dans les médiations sociales, en fait. Il y a plusieurs types de médiateurs. Il peut y avoir les forgerons. Les forgerons ne font pas la guerre. C'est des armuriers, des chirurgiens, des bourreaux, et ils ne font pas la guerre. Donc on les épargne. Alors ils ont une petite anneau dans l'oreille qui fait qu'on les épargne sur les champs de bataille, enfin, dans le temps passé. Et c'est aussi eux qui sont... on dit des castes. Alors, ils sont considérés hors ethnicité. Ils ne sont pas bambara, ils ne sont pas dogons, ils sont forgerons, c'est comme une souche, une lignée. Et comme ils n'ont pas droit au pouvoir politique, mais alors là, il y a des polémiques, parce qu'il y a quand même la tradition orale qui parle d'un roi forgeron, qui était Soumaoro Kanté. Et donc, il y a eu probablement des forgerons qui ont aussi fait la guerre. Mais c'est des médiateurs sociaux. Donc, on ne peut pas se battre devant eux, par exemple. Donc, s'il y a une bagarre, ou qu'un homme bat sa femme, le forgeron court chercher une enclume et vient avec son enclume et ça s'arrête. Ou des outils de forge, si l'enclume est trop lourde. Et donc, c'est toutes des traditions de médiation sociale qui sont pas... c'est pas pour faire folklorique. Bon, il y a une tendance à la folklorisation aujourd'hui, parce qu'il y a des festivals, on produit sur scène, des festivals sur le Niger, tout ça, on met ça en scène, parce qu'il y a des performances, mais en départ, c'est plutôt des médiations sociales, quoi.
Sur l'anthropologie contemporaine, aujourd'hui, il me semble qu'il y a pas mal de malentendus, parce que, d'une part, il y a des gens qui considèrent qu'on est dans un monde moderne, et donc la question ne se pose plus, il n'y a plus l'anthropologie, elle est folklorique, disons. Il y a des gens qui disent que toutes les anthropologies sont des sociologies, mais on pourrait dire aussi l'inverse. On pourrait dire que si on regarde les meilleurs sociologues de l'époque contemporaine, la plupart sont des micro-sociologues qui ont des méthodes d'enquête très très proches de l'anthropologie. Il y en a qui disent que en fait l'anthropologie est à côté de ses pompes parce qu'elle ne respecte pas l'analyse des mots. Et donc il faut faire de la sociolinguistique, et alors, on peut évidemment passer 2 ans à essayer de savoir qui est le il pleut, mais ça ne fera pas vraiment avancer la discipline anthropologique. Il y a beaucoup de querelles inutiles, toutes les recherches sont utiles, mais même Griaule, moi je suis en opposition totale avec cette reconstruction du mythe, je pense que le mythographe c'est lui, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien vu. Il a vu des choses, ses entretiens avec Gogo Temelli, il a au moins compris une chose que beaucoup d'autres n'ont pas compris, c'est la capacité spéculative des penseurs de Brousse. Il y a là des gens qui ont passé leur vie à réfléchir, comme ils n'avaient pas l'écriture. Et il n'en reste rien. Ça s'est éventuellement transmis à des héritiers, mais s'il n'y a pas d'héritiers qui se sont convertis à l'islam, qui sont partis à Abidjan ou aux États-Unis ou ailleurs, donc c'est un gros problème. Il y a une déperdition extraordinaire de penseurs. Il y a des penseurs qui ont passé toutes les saisons sèches pendant 40 ans ou 50 ans à réfléchir sur les dieux, les hommes, les femmes, la mort. Et donc, il y a un potentiel culturel inouï. On ne sait rien de l'Afrique. Tout est à faire. Et donc, évidemment, la relève devrait être assurée par les Africains eux-mêmes. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on leur offre comme perspective? Des expertises pour des bureaux d'études, et qui parfois peuvent être utiles. Je ne veux pas non plus dire que ça devrait disparaître, mais il faudrait quand même aussi dégager des ressources pour d'autres choses que ça. Les meilleurs esprits, moi je pourrais citer des noms de gens qui étaient des puits de science, qui n'ont jamais écrit une ligne d'autre chose que des rapports d'expertise avec des guides d'entretien assez rapides, enfin le contraire du soin apporté à une véritable enquête anthropologique. Et donc, je pense que aussi l'anthropologie a beaucoup bon, déjà des gens comme Franz Boas, qui est vraiment la vieille lune, on les donne comme un des initiateurs avec Malinowski de l'anthropologie de terrain. Il avait écrit un truc sur l'anthropologie du monde moderne en 1926. Donc il y avait des gens quand même qui avaient réfléchi à ça, et aujourd'hui, bon, moi je trouve que chez les documentaristes, par exemple, il y a des postures d'anthropologues, et un documentariste qui est trop assertif et qui met les gens à la question dans son film, ça se voit, ou bien qui manipule par le montage les réponses et tout ça, genre Columbine et tout ça, là, tous ces films, ou bien Le Cauchemar de Darwin, ça se voit. Le film révèle la manière dont il est fait. Et donc, mais il y en a qui ont des postures d'anthropologues, et aujourd'hui, Wiseman est peut-être autant cité que Goffman, par exemple, sur les institutions américaines. Et donc, on n'est pas dans les îles Trobriand, là. On est dans un grand magasin de Boston, dans une base militaire de l'armée américaine. Donc, il y a beaucoup Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est plus difficile de faire l'anthropologie. Bon, Chronique d'un été, ils avaient fait entre copains, un peu. C'est la bande rouge et la bande. Il y avait d'une part, si on veut, les gens politisés un peu à la Morin, et puis il y avait les libertaires anarchisants de rouge, quoi. Et donc, bon, ça se mixe pas tout à fait, mais ils ont mais ça, c'était pas une vraie enquête. C'était dans leur réseau familial, quoi. Comme les gestes du repas
de Deuche. C'est un joli petit film, mais ses copains, il n'est pas allé filmer des gens par hasard qui mangent, quoi. Donc il y a tout ce rapport-là, mais on peut faire une anthropologie du monde moderne, simplement les gens se laissent moins faire qu'ailleurs. Il y a d'abord en Afrique et dans d'autres pays d'Asie et tout ça. Bon, moi évidemment j'ai aussi filmé des minorités, donc ils étaient contents que quelqu'un s'intéresse à eux. Donc j'ai toujours été bien accueilli en fait. Je n'ai pas eu de mauvaises expériences. Bon, on m'a refusé des tournages ou des séquences bien sûr, mais des trucs vraiment. Qu'est-ce que tu viens foutre? Non, jamais, jamais. Les gens sont contents qu'on s'intéresse à eux. Il n'y a personne qui résiste à ça, je crois. Et donc, et alors, sur l'idée que field work is bad, moi je suis très en opposition à ça. Je considère que c'est un devoir de s'intéresser à l'autre. Si chacun reste chez soi et ne parle qu'au nom de sa communauté ou au nom de son individu, on est dans un narcissisme fondamental. Donc il y a l'exotopie d'aller voir le point de vue de l'autre me paraît absolument nécessaire. C'est comme ça que je définirais le devoir de quelqu'un qui fait de la recherche en sciences sociales. Ça fait une sorte de fin.